même si de l'extérieur, le match n'était pas aussi évident à voir ou à comprendre. Finalement, quand on regardait un peu, on avait beaucoup plus de choses en commun que des choses qui nous séparaient. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partner in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lynn. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute. Ce matin, je prends le micro pour interviewer la marque la moins belge des marques belges, Skabal. Même dans son nom, Skabal, un acronyme pour Société commerciale anglo-belgo-allemande luxembourgeoise, on comprend que dès sa fondation, en 1938 par Otto Hertz, on respire l'international et on pousse les frontières. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Tant de marques belges aujourd'hui rêvent d'export. Skabal aujourd'hui produit des tissus pour tailleurs et l'industrie textile. C'est aussi une marque de costumes, de vestes et chemises pour hommes. Skabal, c'est un groupe privé composé de 12 entreprises réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et employant 650 personnes à travers le monde. C'est une usine en Angleterre, des ateliers de production en Allemagne, au Portugal et des boutiques, 6 à Londres, Paris, Bruxelles, Genève et 2 en Chine. Bref, une marque internationale, comme je vous le disais. Alors pour parler de cette marque si peu belge, eh bien, j'ai l'honneur d'avoir ce matin son CEO à mon micro, Stefano Rivera. Il est bruxellois de cœur depuis 2007 et italien de sang. Donc voilà, bonjour Stefano. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravi de vous rencontrer ce matin et de pouvoir participer à ce podcast et partager nos expériences avec les gens qui nous écoutent. Merci à vous. La petite première question signature, c'est de vous présenter et de nous dire ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant. Très bonne question. Vous l'avez dit, je m'appelle Stefano Rivera, j'ai 59 ans. Je suis CEO du groupe Skabal depuis 2013, depuis juin 2013. J'ai un parcours un peu atypique parce que je ne suis pas né dans le textile, comme la plupart des gens qui travaillent dans le textile. J'ai eu plusieurs passages dans l'automotive. Avant ça, j'ai eu des passages dans d'autres industries. À la base, une formation d'ingénieur et ingénieur industriel, et puis complété par un MBA que je fais dans une université parisienne, d'une grande école parisienne, l'ESSEC, que peut-être vous connaissez. Oui, tout à fait. Et de quoi vous rêviez quand vous étiez enfant ? Quand j'étais enfant, c'est très loin déjà. Je n'ai plus vraiment un souvenir très clair, mais je pense que j'ai rêvé de travailler dans l'industrie. Je viens d'une famille d'ouvriers. Mon père travaillait dans une usine. Il était contremaître à un moment donné. Et j'allais le trouver le soir quand il terminait le travail. Il était toujours dans des machines et j'adorais les machines, la production. J'adorais la production, quelque chose qui s'est construit. Super. Et d'ailleurs, vous êtes parti de la production donc des pneus, dans ce monde de pneus, pour rejoindre en 2013 Skabal. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Skabal en 2013 ? Déjà, c'est vrai que j'étais dans l'industrie du pneu, mais j'étais directeur général de la partie retail d'une grande marque dans l'industrie. J'étais responsable de 5000 magasins, donc un tiers en propre et 2 tiers en franchise. Et donc, c'était plutôt une expérience retail et marketing plutôt qu'industrie. Ce qui m'a attiré vers Skabal, c'était l'aspect PME.
En premier lieu, je venais d'un grand groupe. Goodyear. Hein. J'étais responsable de toute la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec un chiffre d'affaires très, très, très important. Très intéressant d'un point de vue intellectuel, très intéressant d'un point de vue humain. Mais quand on gère des grosses entreprises, après ça devient très politique. Et on tend à oublier un peu le client. Chez Scabal, on est une PME, comme vous l'avez dit. Tout devient beaucoup plus concret. L'aspect humain déjà. Et puis, j'ai l'opportunité chez Scabal, c'était de pouvoir conjuguer l'amour pour un produit que j'ai toujours eu et la partie business. Donc, la PME est une PME d'un textile et dans un textile que je connais, parce que c'est depuis l'âge de 20 ans que j'ai toujours fait des costumes sur mesure. C'est vrai, je me suis toujours habillé chez un tailleur, j'ai toujours choisi mes tissus. Et donc, quand on m'a parlé de cette opportunité, et je parlais avec Gregor Thyssen, qui à l'époque était CEO, qui est toujours le chairman de la boîte, on a compris tout de suite qu'il y avait une affinité pour le produit et que donc, même si de l'extérieur, le match n'était pas aussi évident à voir ou comprendre. Finalement, quand on regardait un peu, on avait beaucoup plus de choses en commun que des choses qui nous séparaient. Et donc, on a choisi de se lancer dans ces défis. Et un joli bout de chemin, parce qu'on est quand même déjà presque 12 ans plus tard. Voilà, j'ai célébré les 11 ans, les mois de juin de cette année. C'est ça. Donc, ouais. Qu'est-ce qui a changé alors en 11 ans chez Scabal ? Qu'est-ce qui a changé en gros chez Scabal ? C'est pas le métier. On a toujours 3 métiers. Hein. On a le premier métier qui est celui historique, c'est marchand de tissu. Donc, en gros, ça veut dire qu'on fait entre 30 et 40 collections de tissus par an, qu'on renouvelle de manière régulière. Donc, pour faire tout le tour de toute la collection, il nous faut 3 ans, et qu'on vend à 85 pays, à tous les grosses marques du luxe, à tous les tailleurs du luxe et un certain nombre de confectionneurs qu'on a sur la planète. Donc vous êtes vraiment designer, fabricant, producteur ? Alors, le métier de marchand, c'est d'abord créer la collection. Une partie de la collection, on la produit nous-mêmes dans notre tissage. Ça, c'est notre métier. Ou on fait du sourcing, seulement en Italie ou en Angleterre. On ne fait pas de l'Asie, on fait que des tissus haut de gamme. Je pense qu'on est la référence dans le tissu de haut de gamme. Et donc, d'abord, le métier de marchand, donc on fait les collections, on les source, on les stocke et on les distribue à la coupe pour livraison même jour. Donc, on a un gros des milliers de clients sur 85 pays qui ont notre liasse. Donc, la collection, ça se traduit dans une liasse de tissus qui est présentée à un client dans un magasin donné, soit en Chine, au Japon, aux États-Unis. Les clients voient nos produits, ils les touchent, ils les choisissent. Et le même jour, les tailleurs, le confectionneur ou la marque de luxe qui sert les clients VIP nous envoie la commande électroniquement. Et le même jour, avant 4h30, cette commande est partie. Et 24 heures après ou 48 heures après, la coupe des tissus est arrivée, elle doit arriver pour la production du vêtement. Ça, c'est le premier métier historique. Ça représente combien de pourcents de chiffre d'affaires, ça ? Ça représente un gros 40% du chiffre d'affaires. Après, on a un deuxième... Et là, on parle, excusez-moi, je vous coupe, on parle là de milliers de clients, quoi. Là, on parle des milliers de clients. En amont, on a le tissage. Le tissage est basé en Angleterre, sur un site historique. D'ailleurs, le week-end dernier, on a fêté 125 ans d'existence du tissage. Donc, c'était une fête, on a invité la communauté locale. Et là, le métier est très différent. Le métier, c'est historiquement le métier des tisseurs pour l'industrie du vêtement homme, qui, les dernières années, a changé énormément. Il y a 10 ans, par exemple, vous me dites qu'est-ce qui a changé il y a 10 ans. Là, il y a eu de gros changements parce qu'il y a 10 ans, le tissage, qui d'ailleurs, on commercialise les produits du tissage pas avec la marque Scabal, mais avec 2 marques anglaises. Une s'appelle Bauer Roebuck et l'autre s'appelle Savage Clifford, qui sont très connus dans l'industrie, vendaient, designaient et produisaient essentiellement des tissus pour des costumes d'hommes.
Or, vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'habillent encore en costume pour aller au travail, par exemple. Aujourd'hui, on est toujours avec une production, mais ça reste une production de luxe pour les les hommes qui veulent s'habiller, pas qui doivent s'habiller. Je suis d'accord. Hein? Et ça change énormément, c'est une opportunité pour nous. Et là, du coup, on vendait que de l'homme. Il y a 6-7 ans, on a commencé à faire un pivot vers les grosses marques de luxe. Donc aujourd'hui, 70% de ce qu'on fait, c'est marques du luxe. Nos clients sont les Dior, les Yves Saint Laurent, les Givenchy, Prada, Armani, Polo Ralph Lauren, tous ces gens-là achètent chez nous, mais ils nous disent pas ce qu'ils vont faire. Ils s'appuient sur les compétences de nos designers. On a une équipe de designers en Angleterre qui ont leurs idées sur les trends du marché, etc., et proposent nos collections 2 fois par an dans des salons ou dans des one-on-one avec les studios de directeurs créatifs des différentes marques de luxe. Et donc, du coup, ça a changé énormément par rapport à ce qu'on faisait avant, parce que essentiellement, avant, on savait qu'il y a des marchands. Et aujourd'hui, on sert essentiellement les marques de luxe. Et puis, il y a 3 ans, on a fait même un deuxième pivot. Et maintenant, 1/3 de ce qu'on fait, c'est pour des femmes. Pour l'instant, c'est produits destinés aux femmes tailleurs, essentiellement, qui est une tendance qui est de plus en plus des fonds, qui est là depuis un certain nombre d'années. On s'est réjoui de ça. D'ailleurs, on adore habiller les femmes, mais on adore voir que les femmes comprennent la qualité et l'intérêt de s'habiller avec un tissu qui est un peu plus robuste qu'un tissu comme typiquement on utiliserait pour la confection, d'une robe femme, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième métier. Et la femme, ça représente quoi comme pourcentage? C'est un tiers de ce qu'on fait. Un tiers de ce qu'on fait. Ok. Et si je comprends bien, donc les marques comme Dior, tous ces grands noms viennent co-créer un peu, ou ils viennent juste sourcer? On a les deux. On a typiquement, nous, on parle de processus créatif standard. On crée des collections des tissus. On imagine des tissus qui ont une application, soit sur une veste, soit sur un manteau, soit sur une robe, soit sur des pantalons. On imagine nos tissus. Évidemment, on a une signature anglaise, donc c'est un tissu typiquement anglais qui est très différent par rapport à un tissu italien. Et puis, on propose ces collections à des salons spécialisés où on rencontre toutes les marques de luxe. Mais une fois que la relation avec la marque est installée, après, la marque, les studios de Dior, par exemple, travaillent en co-création avec nos créatifs. Mais toujours en partant d'une base qui est la nôtre. Oui, je comprends bien. Et il y a combien de personnes, d'ailleurs, là, au siège à Bruxelles ? Ici, on est en gros 75. Ok. Et donc, en Angleterre, c'est aussi votre usine, hein? Absolument. Ça nous appartient depuis... On a fait l'acquisition de cette usine qui était anciennement était un fournisseur. On les a acquéris dans les années 1973. Et ça, c'est vraiment une de vos spécificités, d'être toujours très européen, toujours dans la production. Oui, ça fait partie de nos valeurs, évidemment. Hein. Et dans ces 10 dernières années, il n'y a pas justement l'Asie, la Chine qui est venue? Non, pas du tout. Et ça, je fais le pont avec la troisième activité, c'est les vêtements. Historiquement, on avait une usine en Allemagne qu'on a acquérie dans les années 80, qui commençait à devenir vieille et avait des problèmes de raccommodement. On était dans une zone en Allemagne, dans le Saarland, de Saarbrück, où il y a très peu de gens qui travaillent dans le textile. On avait la moyenne d'âge était 55 ans et on avait du mal à trouver des gens qui venaient travailler dans l'usine. Donc, on s'est posé une question stratégique, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, on a éliminé l'Asie parce que nous, on se positionne dans le luxe et le luxe ne peut pas être fait en Asie. Ça, c'est en tout cas un de nos dogmas. Donc, on a commencé à investiguer en Europe où on aurait pu déplacer. Et puis, finalement, on a choisi le Portugal. On a bâti une nouvelle usine en 2018. Et puis petit à petit, on a fermé l'Allemagne pendant le Covid. Et maintenant, on fait toute la production de nos vêtements dans l'usine au Portugal. Et c'est combien de personnes là, l'usine au Portugal? Au Portugal, on a un peu plus que 200 personnes.
Incroyable, super. Et pour vous, l'Asie, c'était pas une option? Il n'y avait pas assez de... L'Asie n'est pas une option parce qu'on s'est voyé mal à faire un départ de nos racines. Évidemment, aujourd'hui, on est européen, le Portugal et l'Europe. Et donc, pour nous, le Portugal et l'Allemagne, ou l'Italie, ou peu importe quel autre pays à l'intérieur de l'Europe, c'est la maison. Mais c'est partir en Chine ou partir en Inde, on connaît tout le monde, on connaît tous les fabricants, donc ça aurait été facile pour nous. Mais on a pensé que stratégiquement, ce n'était pas le bon choix pour une marque comme la nôtre. Super. Je pense que c'est apprécié de plus en plus aujourd'hui, ce Made in Europe, cette volonté de rester sur du local. Après, il y a aussi une proximité. Ouais, on a une proximité avec les équipes. Quand on doit... Qui donne du sens. On a des équipes qui travaillent pour l'événement qui sont ici. On a des équipes qui travaillent pour la BU vêtements aussi en Italie, en Angleterre. Et voilà, s'ils doivent aller au Portugal ou si les gens au Portugal doivent venir ici, c'est 2 heures d'avion. Voilà. C'est assez facile. Tout à fait. Et la dernière activité, c'est que vous avez aussi votre propre marque. On a notre propre marque. Évidemment, on a la marque Escabal. La marque Escabal est utilisée pour soit les tissus, les coupes des tissus, soit pour les vêtements. Les vêtements sont distribués essentiellement. Historiquement, on vient de... une marque qui est spécialisée dans des costumes sur mesure pour hommes. 85% de ce qu'on fait, ce qu'on faisait, maintenant un peu moins parce qu'on a changé les ratios, mais 85% de ce qu'on faisait, c'était de la mesure qu'on distribue essentiellement, historiquement, en Europe. Dans tous les pays, avec 350 clients. Et un client, pour nous, c'est un magasin, une boutique multimarque ou une boutique spécialisée sur la mesure en Europe. Et puis, il y a 4 ans, on a commencé à faire de l'expansion géographique là aussi. Il faut savoir que nous, on est déjà présent avec les tissus sur toutes les géographies du monde. Et donc, on se dit, on peut faire un pivot et y aller aussi avec les vêtements. Donc, on a démarré avec les US. On a fait un choix stratégique de ne pas aller dans les gros department stores. On a décidé de faire ce qu'on appelle en anglais specialty stores. Évidemment, c'est des multimarques. Et à ce stade, on a 70 boutiques aux US qui nous distribuent. Ça devient un marché très important pour nous. Et depuis 4 ans maintenant, on a élargi notre gamme. On ne fait plus que des costumes. On a toutes les catégories de produits qui nous servent pour habiller l'homme. Typiquement, les clients Escabal, c'est un client assez sophistiqué, raffiné, évidemment avec des moyens. C'est l'homme qui veut s'habiller, mais il n'a pas besoin forcément de démontrer la marque. Il a des amis, il a un cercle de gens qui l'entourent, qui comprennent comment il s'habille, la qualité de ce qu'il porte et pourquoi il fait ses choix. Et donc, il n'a pas besoin de démontrer une marque. Ça, c'est typiquement les clients Escabal. Et c'est la personne qu'on sert. Aujourd'hui, la partie prêt-à-porter augmente un peu. On est plutôt autour de 20-25%. C'est une opportunité pour nous. Historiquement, on fait des vêtements personnalisés. Et même tout ce qu'on fait en prêt-à-porter peut être personnalisé. Donc, typiquement, on fait la mesure pure sur des vêtements classiques qui intérieur pour prendre la mesure, etc. Mais aussi, on fait des vêtements en style des blousons, des manteaux qui n'ont pas besoin d'être précis au millimètre et qui donc, avec très peu d'altération, peuvent être adaptés. Nous, on est structuré au départ en production pour faire une pièce à la fois. On est complètement intégré d'un point de vue du système. Et donc, le client lambda qui va dans la boutique Escabal, qui sert Escabal soit à Boston, soit sur la côte ouest, qu'il a envie de prendre manteau, mais qu'il n'aime pas dans ces couleurs-là, il le veut dans une couleur différente. Il peut choisir parmi les tissus Escabal dans la couleur qu'il veut, dans le tissu qu'il veut. Il peut adapter la longueur des manches, etc. Et 15 jours après, il aura son vêtement à la maison. Ça, c'est encore une vraie spécificité. Et d'être aussi rapide, 15 jours, c'est aussi assez exceptionnel. Absolument. Ça fait partie, vous me donnez les ponts pour
pour la partie soutenabilité. Nous, depuis le départ, on ne croit pas dans le mode de distribution qui est typique de l'industrie. C'est-à-dire, moi, je suis fabricant, je te présente ma collection, je te demande un minimum de produits, je t'envoie tout. Si tu vends, tu vends. Si tu ne vends pas, tu verras bien comment tu vas faire pour te débarrasser. Donc, ça, c'est le typique modèle wholesale. Nous, ce qu'on fait, c'est on présente des collections préadaptées. On essaye de pousser les clients à acheter le moins possible en début de saison. Évidemment, il faut un minimum pour merchandiser le magasin, pour donner envie aux clients, c'est évident. Il faut qu'il y ait quelque chose à vendre tout de suite. Mais on essaye de les limiter dans l'achat de manière qu'au fur et à mesure qu'ils vendent et qu'ils voient ce qu'ils vendent le plus, on peut le réapprovisionner sous 10 jours. Et ça demande que ce soit vous qui prenez les risques de stock. Nous, on ne prend pas de risques dans le sens qu'on a bâti le business model depuis le départ de la bonne manière. C'est-à-dire que notre modèle est basé sur 2 piliers. Le premier, c'est tout le stock de tissus qu'on a à disposition parce qu'on a l'activité des marchands. Et d'autre part, on a un système de production qui est étudié pour une production à la pièce et pas une production masse. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, toute commande qui arrive dans le système, dans n'importe quel magasin qui distribue notre produit aujourd'hui, la même journée, d'un SAP, on aura le message pour la coupe du tissu, qui partira le soir même pour aller à l'usine au Portugal, qui prendra la commande demain matin, qui la mettra en production et qui 10 jours après le fera sortir pour la distribution, peu importe dans quel pays de la planète. Incroyable, ça c'est quand même une machine exceptionnelle que très très peu de marques ont, quoi. Mais ça, c'est, si vous voulez, ça s'appelle stratégie, ça s'appelle faire des choix stratégiques. Et les choix stratégiques, c'était d'une part l'envie de se différencier par rapport à ce qu'il y a sur les marchés, et donc donner un avantage soit au client final qui peut choisir son vêtement et les personnaliser, soit au distributeur qui n'a pas besoin de faire des investissements, a besoin de fonds de roulement, mais aussi d'un point de vue soutenabilité, on n'a pas de déchets. Et pour nous, c'était une stratégie depuis le départ. C'est quoi vos défis à l'heure d'aujourd'hui ? Nos défis, il y en a plusieurs. On pourrait en parler pendant 2 heures. Je pense qu'on a des défis qui sont communs à toutes les marques qui opèrent soit dans notre industrie, mais au-delà de notre industrie. Il y a des enjeux macroéconomiques ou géopolitiques qui sont très inquiétants. Ce qui se passe aujourd'hui, toutes les guerres qui se passent autour de nous, évidemment, ne sont pas rassurants. C'est un gros nuage, ça. Les tensions qu'il y a entre les 3 blocs au niveau global, donc la Chine, l'Europe ou l'Ouest, si vous voulez, avec les US, c'est un peu... C'est très inquiétant, pas un peu, surtout que notre croissance, les dernières années, on l'a faite sur l'Asie, et notamment avec la Chine. Nous, on n'achète rien en Chine, on vend en Chine. Nos marchés stratégiques sont le Japon, la Corée, la Chine pour ce qui est Asie, évidemment l'Allemagne, la France, le Benelux, l'Autriche et la Suisse pour ce qui est Europe, et puis évidemment les continents nord-américains, donc les US et le Canada. Et puis évidemment, on sert dans tous les autres pays, mais ceux-là sont les critères plus importants. Sur ces marchés-là, c'est quoi les pourcentages de chiffre d'affaires ? Mais en gros, l'Europe représente 35%, on va dire un tiers. Pour la faire très très simple. Ok, donc c'est relativement équilibré, quoi. Un tiers d'Asie, un tiers de continent américain. La Chine, la Chine, il y a 10 ans, représentait presque 0. On faisait un peu de business avec Hong Kong. Hong Kong a toujours été un marché important et c'était les tremplins pour la Chine. Aujourd'hui, la Chine représente facilement 10-15% de notre chiffre d'affaires et le reste, on fait entre le Japon et la Corée. Et donc voilà, le challenge aujourd'hui, les défis, c'est en effet le climat politique. C'est les climats politiques. Mais ça, j'ai envie de dire, il va toucher toutes les industries. Et ça, il va toucher toutes les industries. Après, il y a des challenges qui sont
spécifiques à notre industrie. C'est évidemment la grosse question de la casualisation. Mais ça nous inquiète beaucoup moins parce que ça, le fait que les gens portent moins on l'a déjà vu, nous. De costumes, oui, c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans, 30 ans. On l'a déjà vu et on est dans une gamme de produits qui n'est pas touchée par ça parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les clients qui achètent nos produits, ce sont des clients qui veulent acheter des produits. Ils n'achètent pas parce qu'ils ont besoin d'acheter pour aller au bureau. Ils achètent parce qu'ils ont besoin d'aller à l'opéra, ils ont besoin d'aller dans une soirée, ils ont besoin de s'habiller parce qu'ils ont envie de se mettre une belle veste ou ils ont un meeting important et donc ils ont besoin de se mettre un costume. Et on est sur un niveau de prix vraiment relativement élevé. Vous considérez que vous êtes quoi, luxe, haut de gamme? Ça, je vous laisserai la réponse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, je sais pas moi, pour vous donner une idée des prix d'un costume Scabal, ça démarre à 1800, 2000 euros et ça peut aller ça peut aller très haut, ça dépend de quel tissu vous utilisez. Évidemment, on a des tissus très raffinés, très précieux. On fait de la laine simple jusqu'à la vigogne. C'est évidemment, si vous achetez un costume ou une veste en vigogne. Et le fait d'être justement si placé, si luxe, en tout cas haut de gamme, ça permet probablement de moins souffrir économiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense qu'il y a de plus en plus de riches quelque part, qu'il y a de plus en plus... Alors, je ne sais pas s'il y a de plus en plus de riches. Je ne sais pas quelle est la définition des riches. Nous, dans notre terminologie, c'est typiquement le client Scabal, c'est High Net Worth Individuals. Je pense que ceux-là souffrent comme tout le monde quand les choses ne vont pas bien, mais ils souffrent moins, évidemment, de ceux qui ont du mal à joindre le debout parce que l'inflation est à double chiffre et que les salaires ne suivent pas forcément le rythme de l'inflation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres challenges auxquels vous pensez? Je pense qu'on a un challenge, humain. On a un changement, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Dans une PME comme la nôtre, on est passé d'une gestion qui était une gestion, je ne vais pas dire patriarcale, mais presque familiale, à une gestion organisée, parce que de facto, on est une société internationale avec des équipes un peu partout. Il faut qu'on soit cohérent. Et donc, les challenges plus importants pour nous, c'est d'avoir les bons talents. Pas toujours facile d'avoir les bons talents au bon endroit, au bon moment, parce qu'on est en compétition avec des sociétés qui sont beaucoup plus grandes que nous, qui peuvent offrir aux talents des packages plus importants, des perspectives de carrière plus importantes. Ce qui joue en notre faveur, c'est que pour ceux qui ont envie de rentrer dans un parcours PME, ils ont l'opportunité de voir le processus de bout en bout de manière réelle, de ne pas se sentir un petit engrenage dans une grosse machine, et donc du coup d'avoir une satisfaction qui va au-delà de la possibilité de faire une grosse carrière dans un gros groupe. Oui, je pense que c'est... Et donc, je pense que ça, c'est les personnes, avoir les bonnes personnes au bon endroit, c'est toujours le meilleur challenge, les plus grands challenges, parce que si tu as les bonnes personnes, tu as les personnes intelligentes, qui réagit, qui réfléchit qui se pose les bonnes questions, qui trouve les bonnes solutions, qui te permet de te positionner au bon endroit, au bon moment, et donc de gagner ta part des marchés. Parce que c'est vrai qu'il y a des grosses tendances du marché, mais c'est aussi vrai que nous, on est une PME. Et que donc, les PME ont l'avantage d'être flexibles et peuvent faire des pivots assez rapidement pour se repositionner là où il y a des opportunités de marché, chose que les gros groupes ont du mal à faire. C'est quoi les marchés qui ont été les plus faciles à pénétrer? Par exemple, vous parlez de la Chine, vous étiez il y a moins de 10 ans qu'à Hong Kong. Comment vous avez fait? Comment on fait pour pénétrer la Chine? C'est pas facile. Rien n'est facile. Avec des partenaires locaux.
plus la culture est différente ou inconnue, si vous voulez, et plus difficile. Et du coup, même de manière pragmatique, est-ce que du coup, il faut embaucher des Chinois en interne? Est-ce qu'il faut installer un bureau là-bas? Est-ce qu'il faut travailler avec des partenaires locaux? Comment ça se passe concrètement? Alors moi, je ne suis pas un professeur, je n'ai pas fait un doctorat sur quelle est la meilleure manière pour s'installer en Chine. Ce que je peux faire, c'est partager notre expérience. Alors, nous, on connaissait un peu la Chine parce qu'on vendait des tissus via Hong Kong. Donc, on connaissait plus ou moins les grands acteurs. Et pour les tissus, on a compris qu'il nous fallait un distributeur qui avait une distribution capillaire qui pouvait servir tous les tailleurs. Et on a compris que nous, on n'aurait pas pu faire ça, ou autrement on aurait pu faire, mais ça nous aurait coûté beaucoup plus en temps, en erreur. Et donc on a décidé de trouver quelqu'un auquel on rétrocède une partie de notre marge, parce que par définition, si vous avez un distributeur, c'est le middleman, et donc il faut rétrocéder une marge, mais qui vous évite de faire des grandes erreurs. Et c'est un système de commission où il est rétribué? Non, on vend du tissu, et on sait, il s'appuie sur notre expérience des marchands, donc il sait quelles sont les collections qu'il faut stocker, et évidemment, il faut qu'il fasse sa marge, parce que ça c'est pour la partie tissu. Pour la partie vêtements, c'est un peu plus complexe, parce que là, du coup, il y avait une grosse discussion. Est-ce qu'on va en wholesale, comme on fait en Europe, par exemple, ou comme on fait aux US, ou est-ce qu'il faut qu'on ait un retail tout de suite? Et là, finalement, on a trouvé une solution qui était la seule qu'on avait à disposition. C'était, il faut aller en retail, parce que des wholesalers, des multimarques en Chine n'existaient presque pas. Et s'ils existent, c'est un niveau qui ne matche pas avec notre positionnement. Donc, on s'est dit, il faut qu'on commence nous-mêmes. Et donc, vous avez 2 boutiques en Chine aujourd'hui? Et donc, on a 2 boutiques en Chine. On a démarré il y a 5 ans. Et c'était très, très pragmatique. On a d'abord, grâce au réseau, on a trouvé un Chinois qui a été éduqué en Angleterre, qui travaillait depuis quelques années chez Burberry, et il s'occupait des grands clients chinois. Donc, on a commencé à faire un business plan ensemble, et on a décidé de s'installer à Shanghai, from scratch, avec son moyen, etc. Et lui, il avait un petit réseau. On a démarré avec un petit studio. Quand je dis un studio, c'est un showroom au 5e étage d'un bâtiment en plein milieu de Shanghai. Lui, il a commencé à faire du réseau. On faisait des événements dans des clubs, des choses comme ça. On fait du co-branding avec les pianos, avec les voitures de luxe, etc. Et on a commencé à créer une communauté des gens qui aimaient bien ce cabal. Et en 2021, on a ouvert les premiers magasins à Shanghai. On a 350 mètres carrés, 250 mètres carrés, pardon, au Bund, qui est la nouvelle partie de Shanghai. Et puis de là, on a trouvé quelqu'un qui était intéressé à travailler avec nous à Shenzhen. Et donc, on a fait une franchise à Shenzhen. Et donc, maintenant, on opère 2 magasins en Chine. Et quand vous démarrez il y a 5 ans avec ce partenaire, la notoriété est quasi nulle en Chine? Personne ne connaît ce cabal? On s'est appuyé sur la notoriété qu'il y avait du tissu. Donc, en gros, on savait que les hommes sophistiqués chinois connaissaient le tissu cabal. Donc, on se dit, on ne part pas de zéro, on part de quelque chose et on est parti de là. Et là, maintenant, on est à la prochaine étape, c'est la partie digitale. Donc, on a démarré scabal.com pour l'Europe et les US les mois de mars. Maintenant, on est en train de faire le déroulement sur beaucoup d'autres pays. Mais on a compris qu'en Chine, c'était différent parce que les Chinois n'achètent pas sur un site. La plupart des Chinois achètent sur Alibaba, ou JD, qui est l'autre plateforme, mais pas Alibaba pour tout le monde. Il y a une partie luxe chez Alibaba qui s'appelle Tmall. C'est quelque chose qui a été développé il y a quelques années. Et la plupart des Chinois achètent via cette plateforme. Même s'ils vont voir le site de la marque, ils essayent d'investiguer les produits, les prix, etc. In fine, ils préfèrent acheter chez Alibaba parce qu'ils ont un compte chez Alibaba, parce qu'ils ont la confiance sur le niveau de service d'Alibaba. Et donc, il faut passer à travers les grosses plateformes. Nous, on est encore trop petits on connaît les gens d'Alibaba, on connaît les gens d'Alibaba et on a compris que ce n'était pas pour nous. Et donc, on a décidé de faire autrement. Et aujourd'hui,
on est en train de se mettre en route pour partir le premier trimestre de l'année prochaine avec une approche WeChat. WeChat, je ne sais pas si vous êtes au courant, WeChat, c'est une application qui est un mélange entre Instagram, Facebook et WhatsApp. Et là, du coup, vous avez des mini-programmes. Vous pouvez mettre votre produit en ligne avec votre communauté. Donc, ça sert aussi comme CRM. Et ça permet de mettre en relation les clients que vous avez déjà, ceux que vous n'avez pas encore, mais que vous pourrez avoir. Et s'ils veulent, ils peuvent acheter en ligne, soit ils peuvent fixer un rendez-vous dans le magasin et ils peuvent être servis. Mais c'est une manière d'être plus en direct. Exactement. C'est une manière c'est la première étape avant d'aller full blonde sur l'e-commerce. Sur l'e-commerce, oui, bien sûr. Et c'est quoi les marchés qui ont été... Parce qu'à vous écouter, on a l'impression que ça a presque été facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais ça s'est fait de manière fluide. Il y a des marchés qui... Non, moi je vous fais l'histoire courte, mais il y a eu plein de hauts et des bas. Et il y a des marchés dans lesquels vous n'arrivez toujours pas à y être. La Russie, par exemple. Alors, la Russie, volontairement, ne veut pas y être. Mais même il y a 10 ans Il y a 10 ans, on y était avec les tissus, et on n'a jamais eu la volonté d'y être avec les vêtements. Et les États-Unis, vous disiez, ça c'est un marché qu'on pénètre par le wholesale. On le pénètre par le wholesale. Avec des agents locaux. C'est pas des agents, là du coup, on a un minimum de structure, on a un bureau à New York. Depuis une dizaine d'années. Les bureaux de New York nous servent comme base pour les tissus. Et puis, il nous fallait la bonne personne, parce que c'est toujours une question de personne. Il nous fallait la bonne personne qui avait envie de se lancer, de comprendre déjà qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on se différencie par rapport aux autres, qu'il y voyait une opportunité. Donc, du coup, il y a 4 ans, on a trouvé une personne qui a relevé le challenge. C'est quelqu'un qui avait une grosse expérience dans la distribution de produits comme les nôtres aux US. Et donc, il a pris le rôle de vice-président business development et il a commencé à démarcher un certain nombre de clients qui ont compris notre proposition de valeur, qui sont inscrits dans notre proposition de valeur. Et puis, on a staffé. Et aujourd'hui, on a une petite équipe pour les vêtements. On a 4 ou 5 personnes qui ont le bureau à New York, mais on est à New York dans le Midwest et sur la côte ouest, un peu au sud, en Nord-Caroline. En fait, quand je vous entends, je me rends compte vraiment que votre force, c'est évidemment votre produit, les tissus, votre logistique aussi, cette capacité d'être hyper réactif, d'être très agile. Et en parallèle, vous dites aussi que ce qui est clé, c'est l'humain. Bien. Comment on fait, du coup, pour aller chercher les talents? C'est ça le sujet? Il n'y a pas une recette. Ouais. Si on avait trouvé la recette, probablement il y aurait un business à faire là-dessus. Il n'y a pas de recette. Je pense que... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas professeur d'université. Je sais pas des sciences infuses. Ce que je peux partager, c'est mon expérience ou comment on fait chez Scabal. En gros, on essaye de comprendre qui on est dans le marché, quel est le challenge, comprendre quelles sont les activités clés qu'il faut qu'on fasse. Et pour avoir du succès. Et puis, il faut trouver des profils qui matchent avec ce qu'on a besoin, ce qui c'est pas évident. Alors, on y va normalement par 2 manières. On y va soit par les réseaux. On connaît, évidemment, on est une société internationale, on est implanté sur les marchés depuis un certain nombre d'années. Notre industrie, malgré tout, elle n'est pas une industrie énorme, donc les gens, on peut le connaître, mais quand même, aux États-Unis, ils sont très grands. Et donc, parfois, on y va avec les réseaux, parfois, on y va avec des chasseurs spécialisés. Et puis, une fois qu'on a entamé les processus de recherche, après, c'est beaucoup de discussions avant de recruter la personne. Ce n'est pas un recrutement classique, c'est être transparent depuis le départ avec la personne que tu as trouvé, dire écoute, toi, tu as cette expérience. Nous, le challenge qu'on a sur la table est celui-là. On n'essaye pas de vendre le job, on essaye d'être cas sur table et dire voilà, ça c'est le challenge.
Ça, c'est la mesure du succès du challenge. Ça, c'est le temps qu'on a à disposition. Ça, ce sont les ressources qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, on essaie de trouver un partenariat depuis le début avec toutes les personnes qui travaillent chez nous, de manière à être transparent, de ne pas décevoir et de ne pas être déçu. Après, on se trompe. Hein. Voilà, c'est pas une science exacte. Hein. C'est pas une science exacte. L'humain. Ce qui est juste aujourd'hui est plus juste demain parce que les circonstances de la personne ont changé, parce que les circonstances de l'entreprise ont changé, parce que le marché a changé. Et donc, c'est... Vous êtes vous-même, en tant que CEO, vous êtes très vite acteur du processus de recrutement? Évidemment, on est une PME, hein, donc j'ai un râteau de personnes qui me rapportent qui est assez large. Et typiquement, sur les postes clés, soit c'est moi qui recrute en direct, soit on a le principe des pairs. Hein, donc, tous ceux qui doivent embaucher quelqu'un qui leur apportent ont besoin d'avoir une validation du 1+1 ou des collègues qui vont travailler avec la personne. Donc, si, par exemple, on doit embaucher un responsable marketing va travailler avec le directeur de produits, il va travailler avec les directeurs des ventes, il va travailler avec les gens du planning et du controlling, il va travailler avec les customer service. Et donc, du coup, une fois qu'on a choisi le candidat ou la candidate, ou plusieurs, il va avoir des interviews avec tout le monde, de manière que tout le monde a compris qui on est en train d'embaucher, qui va être le prochain collègue, et tout le monde a son mot à dire si oui ou non la personne peut s'intégrer à l'intérieur de notre culture. C'est ça, un processus méticuleux mais transparent. Je trouvais ça intéressant. Et on parle quelle langue alors du coup chez Scabal? Ouais. Ça dépend. La langue des emails, la langue des réunions. La langue principale, c'est l'anglais. Ouais, j'imagine. Après, évidemment, si vous allez au Portugal et ils sont deux Portugais, ils parlent portugais. Ici, s'il y a deux francophones, ils parlent francophone. S'ils sont deux néerlandophones, ils parlent néerlandophone. Si c'est un néerlandophone et un francophone, ils parlent anglais. La Belgique. On parle aussi l'allemand. Voilà, il y a un peu toutes les langues, hein. Mais de manière générale, personnellement, moi, quand j'écris ou je parle anglais. Après, je parle aussi français parce que si je sais que la personne est francophone, je lui parlerai en français. Bah oui, votre français est excellent. Je dirais pas ça, mais... Si. C'est quoi les plus grandes fiertés que vous avez pour la marque Scabal? C'est quoi dont vous êtes le plus fier? La plus grosse fierté, c'est qu'on est une marque soutenable dans un marché très complexe. On a une grosse partie des gens qui sont nos compétiteurs qui, les dernières années, n'ont pas été capables de pivoter leur business pour le garder au bon niveau. Vous avez réussi à... Je pense que nous, on a quand même réussi un certain nombre de pivots et donc... Pour l'instant, on est toujours là. On est une société profitable. Évidemment, les bénéfices en soi sont très importants parce qu'ils sont la base pour pouvoir investir dans des gens, dans des marchés, dans des produits. Mais voilà, on est des actionnaires qui ne sont pas gourmands en dividendes. Donc, on continue à investir dans la boîte, on continue à investir dans notre futur. Et voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui... dont on peut être fier, absolument. Ça paraît une société saine qui avance bien. On y essaye. On parle normalement ici de mode belge, mais j'ai adoré être à Bruxelles et parler de développement international. Ce serait quoi pour vous la mode belge? Est-ce que parfois, justement, dans le développement à l'international de Scabal, vous mentionnez le siège à Bruxelles? Est-ce que ça peut être utilisé comme un critère de sérieux, de qualité? Alors, là, c'est un mauvais exemple pour nous parce que, typiquement, les clients nous positionnent comme une marque anglo-saxonne. Et pas italienne du tout? Pas italienne. Moi, je pensais, je vous avoue, Scabal, je sais pas. Non. On est plutôt une marque anglaise. Le fait qu'on a un tissage en Angleterre, la signature de nos tissus et aussi la signature qu'on a sur nos produits, sur nos collections de vêtements. On a toujours essayé de ne pas répliquer ce que les Italiens font. Ça aurait été une erreur stratégique de notre part, je pense. Donc,
Non, nous, on n'est pas associé, on n'est pas reconnu comme une marque belge. Le fait qu'on a un siège à Bruxelles, c'est vécu comme anecdotique. C'est pas forcément un point clé dans le positionnement de la marque. Après, qu'est-ce que c'est la mode belge? Alors peut-être je suis pas la meilleure personne qui peut répondre à cette question. Moi, j'ai mon idée évidemment et je vais la partager. Je pense que la mode belge est, pour un petit pays comme les nôtres, belge. Je suis naturalisé belge depuis un certain nombre d'années. Je vis dans ce pays depuis 18 ans. Donc, je me sens belge. Tout à fait. Mes filles ont grandi ici. On est intégrés dans la communauté. Et donc, on est belge plutôt qu'autre chose. Et la mode belge, pour moi, c'est inverse. Donc, c'est les grands créateurs anversois. Ils sont tous, à leur manière, différents. Ils ont une vision créative très intéressante. Je les ai un peu étudiés tous. Il y en a un qui a attiré particulièrement mon attention parce que j'ai toujours trouvé sa démarche très intéressante. C'est Margiela. Maintenant, il a été acquis par OTB, donc il n'est plus forcément une marque belge en soi. Ça appartient à un groupe italien. Mais j'ai toujours trouvé la démarche de Margiela très intéressante. Déjà le fait de ne pas le voir, le fait qu'il sait que j'ai toujours trouvé très intéressant. Et pour le coup, lui, il a une vraie ADN belge dans son identité. Et lui, il est purement belge. Ouais, tout à fait. Fils d'une coiffeuse belge, donc et toute son histoire est très intéressante. Donc, je l'ai toujours trouvé très intéressant. Et du coup, c'est la réponse que vous me donneriez à ma dernière question, qui est qui souhaiteriez-vous entendre à ce micro dans le secteur de la mode belge, ou est-ce que vous avez d'autres noms en tête? Sachant que Martin Margiela, c'est un sacré challenge que vous me lanceriez. Je pense. Je ne sais pas, je ne veux pas faire de préférence. Très bien. Et est-ce que vous voulez profiter de ce micro pour ajouter quelque chose? Ce que je veux rajouter, c'est déjà, je vous remercie d'avoir organisé ce podcast. J'espère que notre discussion soit bénéfique pour les gens qui vous écoutent et qui puissent donner des idées à ceux et à celles qui ont les challenges qui sont ceux que nous on a eu, ceux qu'on a ou ceux qu'ils auront. Et évidemment, si quelqu'un a besoin d'avoir un peu plus d'informations, ils peuvent me contacter. Je suis sur LinkedIn, ils peuvent me contacter via LinkedIn et je me ferai un plaisir de pouvoir aider des gens, des professionnels qui ont besoin d'avoir des informations ou ont des questions spécifiques à me poser. Génial. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre générosité, pour tout ce savoir et tous ces apprentissages que vous avez pu partager avec nous. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et longue vie à Scabal. Longue vie à Scabal et longue vie à l'industrie belge. Exactement. Merci à vous, Stéphane. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.